Donc pour le webinaire de ce soir, celui-ci vous est proposé dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, une semaine du 12 au 20 novembre 2021, une semaine qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux et aux actions de prévention et traitement de cette maladie silencieuse qu'est la dénutrition. Un mal qui, vous le savez bien, touche particulièrement un public fragile, que sont les aînés. Et c'est pourquoi les membres du Collabinov Nutrition et Seniors du Gérontopôle ont souhaité reconduire cette année des actions pour informer et sensibiliser les professionnels de santé à cet enjeu de taille. Au-delà du webinaire qui vous est proposé ce soir, je vous invite également à découvrir des capsules vidéo qui ont été enregistrées avec les adhérents du Gérontopôle pour valoriser des expérimentations sur la dénutrition dans notre région. Je vous mettrai les petits liens dans la partie conversation. Et puis, autour de ces initiatives, elles vous seront également présentées demain dans le cadre d'un webinaire qui sont animés par les Gérontopôles, les différents Gérontopôles de France. Et c'est Valérie Bernat, directrice générale du Gérontopôle des Pays de la Loire, qui aura le plaisir de présenter l'expérimentation à l'image, qui est un projet collaboratif qui a été initié au sein du Gérontopôle et qui a pour objectif de prévenir et de lutter contre la dénutrition des personnes âgées à domicile. Je constate que je n'ai plus de PowerPoint. Alors pour les petits farceurs, je me permets de remettre le PowerPoint si c'est possible. À vous de ne pas forcément y toucher, ce serait le top. Je me permets de le remettre. Tac là. Alors, pendant que ça charge, pour notre webinaire donc de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Guillaume André, pharmacien nutritionniste, ainsi que le docteur Adam Girka, qui est médecin nutritionniste au CHU App de Nantes. Et ce que l'on vous propose à travers cette conférence, ce soir, c'est un temps de présentation et d'échange autour des enjeux de la dénutrition, ses conséquences, comment on prévient de la dénutrition, quelles sont les prises en charge pour les patients dénutris, quels sont les diagnostics de la dénutrition, dont les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et enfin, il vous sera proposé un focus sur le problème fréquent mais méconnu de la personne âgée obèse et dénutrie. Messieurs, je vous laisse la parole et encore un grand merci de la part, de l'ensemble de l'équipe du Gérontopôle pour vos interventions de ce soir. Merci beaucoup. Donc, je vais lancer le diaporama. Voilà, si c'est bon pour vous. C'est bon, Justine? C'est parfait, tout à fait. Ok, parfait. Merci Alors, Guillaume. bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume André, pharmacien nutritionniste, et j'ai eu la chance de participer au groupe d'experts sur les nouvelles recommandations, justement, des critères de dénutrition chez la personne âgée. Alors, je vais démarrer et puis on finira par l'obésité. Donc, moi, je vais vous présenter les enjeux un peu de la dénutrition chez la personne âgée. Et puis après, on parlera de prise en charge et on fera un gros focus sur les critères de dénutrition qui sont la nouveauté de ce mois-ci. Donc, les enjeux de la dénutrition, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, on imagine bien que c'est un problème de santé publique lié à la précarité, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'acheter à manger, on mange mal et on peut être dénutri. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est surtout le lien entre dénutrition et maladie. Et vous voyez que les maladies peuvent induire de la dénutrition et inversement, la dénutrition peut être un facteur de morbidité. Et donc, c'est ce fameux cercle vicieux, dénutrition-maladie, qu'il faut arrêter et qu'il faut stopper grâce justement à un bon dépistage et une bonne prise en charge. Alors, en France, on estime à 2 millions de personnes, de personnes dénutries. Alors, ça concerne principalement les personnes en situation de précarité, bien entendu, mais aussi un grand nombre de personnes âgées. Alors, les chiffres sont très variables d'une étude à l'autre et d'une année à l'autre, mais voilà, entre 4 et 15% voyez, au domicile. En institution, c'est bien plus. Et en milieu hospitalier, dans certains services, on arrive à des chiffres effrayants de personnes dénutries. Alors, un petit rappel sur les mécanismes de la dénutrition. Donc la dénutrition, c'est simple, hein, c'est un déséquilibre entre les besoins et les apports. Alors, il peut y avoir plusieurs causes à ce déséquilibre.
2 à 3, vous allez voir, moi je préfère mettre 3 que 2, je vous les présente tout de suite et on va les détailler ensuite. Donc la première cause, c'est la réduction des apports. Si je mange moins, eh bien voilà, mes apports sont trop faibles par rapport à mes besoins. Mais ça peut être aussi une augmentation des besoins. Et puis ça peut être une augmentation des pertes, qui est ce troisième critère souvent un peu oublié. Alors si on les détaille, donc la dénutrition par réduction des apports. Exemple, vous avez un problème dentaire, vous vous êtes cassé le poignet et vous ne pouvez plus utiliser votre fourchette correctement, vous ne pouvez plus préparer à manger. Voilà des petites choses bêtes, fréquentes, qui peuvent arriver, qui vont donc limiter les apports. Vous pouvez aussi avoir des troubles de la déglutition. Et donc, vous allez faire du tri dans les aliments que vous allez manger parce que certains vont vous faire avaler de travers. Sans compter, évidemment, d'autres choses que j'ai écrites là. Donc, réduction des apports. Deuxième grande cause de dénutrition, c'est l'augmentation des besoins. Et l'augmentation des besoins, elle est liée à un hypermétabolisme de l'organisme. Et cet hypermétabolisme, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de l'inflammation, ça peut être des cicatrisations après une intervention, mais ça peut être aussi une infection. Et je vous ai mis un petit symbole pour vous rappeler que le Covid, par exemple, est une cause de dénutrition, puisque c'est une infection et associée en plus à de l'inflammation. Donc, vous voyez, il y a énormément de situations inflammatoires, cicatrisation, infections qui peuvent être causes d'augmentation des besoins. Et si on y prend garde, en particulier chez la personne âgée, on va créer de la dénutrition. Vous avez aussi une autre cause d'augmentation des besoins, c'est l'activité physique, hein, évidemment. Mais alors on pense évidemment aux grands sportifs, mais quelqu'un qui va être en rééducation ou un patient dément qui va faire beaucoup de déambulation va augmenter son activité physique, par exemple. Et puis je vous disais donc qu'il pouvait aussi y avoir une dénutrition par augmentation des pertes. Et donc dans l'augmentation des pertes, la plus courante et la plus classique, hein, c'est vomissement, diarrhée. Mais vous avez aussi les pertes cutanées comme les brûlures, les plaies, et je fais le lien avec les escarres qui sont aussi liés à un phénomène inflammatoire. Voilà, cette diapo-là, je crois qu'elle est vraiment importante pour vous montrer toutes les... Ça doit vous faire tilt dès qu'un patient, dès qu'une personne voilà, est dans une de ces cases, j'allais dire, de ces triangles, vous avez un risque important de dénutrition. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin dans les causes et dans les mécanismes, parce que ce soir, on va plutôt se focaliser sur les diagnostics. Alors, après avoir vu donc les causes, on va voir un peu les conséquences de la dénutrition. Alors, elles sont très nombreuses et on ne va pas toutes les détailler ce soir. Donc, je vais en prendre 4, ou 5, je ne sais plus. Oui. Donc, la première cause de la dénutrition, c'est assez classique, hein, c'est une fatigue. Hein. Donc, une grosse asthénie. Mais cette asthénie, cette altération de l'état général est aussi associée malheureusement à une anorexie. C'est-à-dire que moins on mange, moins on a faim. Hein, c'est lié au corps cétonique que crée l'organisme quand il va être en manque de glucose et quand il va commencer à utiliser ses protéines. Donc malheureusement, voilà, on a une sorte de diminution de l'appétit. Et donc si on a une asthénie, eh bien on va aussi avoir une diminution des forces musculaires. Alors, si on allait un peu dans le détail, on verrait que si l'organisme va chercher utiliser ses protéines et pas que ses lipides, et c'est sa source de protéines de réserve, c'est nos muscles, et donc on va avoir une diminution de la force musculaire, et on va aggraver le risque de chute. Et vous savez que chez la personne âgée, le risque de chute est un problème important, qui n'est pas lié qu'aux anxiolytiques, mais qui est aussi lié à la diminution de force musculaire. Cette diminution de force musculaire n'est pas liée qu'à la sarcopénie de la personne âgée, elle peut être aussi liée à la dénutrition. Deuxième grosse conséquence clinique qui apparaît très rapidement dès le début de la dénutrition, c'est la baisse de l'immunité. Et la baisse de l'immunité a pour conséquence majeure l'augmentation de la gravité des infections et l'augmentation de la sensibilité aux infections. Ça veut dire que les personnes vont aussi être plus facilement réhospitalisées, que les durées d'hospitalisation vont être plus longues, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être même la chose la plus grave peut-être de la dénutrition, c'est cette baisse de l'immunité. La conséquence sur laquelle je vous fais un petit focus, c'est la conséquence respiratoire avec une diminution de l'activité des cils vibratiles. Et là aussi, on va avoir une moins bonne défense contre allez, je vais faire simple, les microbes qu'on inhale. Et donc, on augmente aussi notre sensibilité aux infections.
Je passe un peu sous silence la diminution de la masse du diaphragme, parce que ça, c'est vraiment quand on arrive en fin de nutrition, la période cachexie. Et puis, donc, conséquences cliniques très courantes, malheureusement, hein, c'est les escarres, les retards de cicatrisation. Et on voit encore régulièrement hein, des problèmes de cicatrisation ou d'escarres qui sont traités uniquement par des matelas techniques ou des pansements très techniques et très onéreux. Et on a oublié la prise en charge voilà, énergétique et protéique de la cicatrisation et de l'escarre. Et je termine donc dans les conséquences cliniques sur aussi les problèmes psychocomportementaux, et je redonne une petite couche sur cette anorexie secondaire, donc à la dénutrition, qu'on peut résumer par cette phrase-là: c'est la fin de la faim, et malheureusement aussi le début de la faim. Donc vous voyez que ces conséquences, elles sont graves, elles sont importantes. Je ne vous les ai pas toutes présentées, mais voilà, quelques-unes que je vous ai montrées là sont importantes. Et donc finalement, on arrive dans cette fameuse spirale. Hein, vous voyez, je parlais de cercle vicieux en introduction, et là je vous mets une autre image de spirale de la dénutrition. Cette spirale, plus on attend, moins on pourra facilement revenir en arrière. C'est-à-dire que l'intérêt de prendre en charge la nutrition au plus tôt, c'est qu'on ne va pas au fond du trou, et que donc c'est réversible. Alors que plus on attend, plus c'est irréversible. Donc voilà, si on peut retenir deux grands points de la dénutrition de la part des études cliniques et des méta-analyses, c'est que la dénutrition augmente considérablement les complications et qu'elle augmente la mortalité. Et la mortalité, hein, voilà, qui est le critère majeur, hein, donc on voyait les chiffres sont vraiment impressionnants. Et tout ça, c'est indépendamment de toute pathologie sous-jacente. Voilà, c'est vraiment la dénutrition qui est cause de cette augmentation des complications et de mortalité. D'où l'intérêt là, de sensibiliser tous les acteurs autour des gens à risque de dénutrition, de l'importance de la dénutrition et du risque de la dénutrition. Alors, parmi les personnes dénutries, on rencontre dans nos cabinets, dans nos officines, dans les lieux dans lesquels on travaille tous, là, professionnels de santé et paramédicaux. Et évidemment, il y a beaucoup de cancers. C'est la pathologie qui sort en premier hein, dans les causes de dénutrition. Et donc, je vous fais juste une ou deux diapos pour vous rappeler voilà, qu'en fonction du type de cancer, on peut atteindre quasiment, avec un cancer du pancréas, à quasiment 100% de personnes dénutries. Donc voilà, on ne peut pas passer sous silence la nutrition du cancer. Et évidemment, elle reprend les 3 points que je vous ai dit. Donc là, je vous ai mis les choses spécifiques hein, du cancer. Et puis en plus, dans le cancer, il y a un phénomène particulier, c'est qu'il y a une anomalie métabolique avec de la néoglucogénèse. En gros, le cancer a malheureusement coche toutes les cases hein, du cause de dénutrition, et ce qui explique le taux de dénutrition majeur et très important chez les patients cancéreux. L'autre focus que je voulais évidemment vous présenter, puisqu'on est invité ce soir par le gérontopôle, c'est un petit focus sur les personnes âgées. Donc les personnes âgées, c'est vraiment une population à risque. Alors pourquoi c'est une population à risque? Parce que le vieillissement entraîne quelques complications, et la première d'entre elles qui agit sur l'alimentation, c'est le vieillissement bucco-dentaire, parce que la bouche est le premier moment de la digestion finalement. Et donc on sait que les personnes âgées sont souvent édentées, hein, jusqu'à 50% des personnes âgées. Très peu ont une dentition vraiment saine. Je vous ai mis un dessin là d'une dent, un schéma d'une dent avec en italique tout ce qui peut arriver avec le vieillissement. Associé à ce problème dentaire est associé aussi à la diminution de la force musculaire des muscles de la mâchoire. Et donc tout ça amène à avoir des difficultés de mastication. Et donc on va modifier, ça va se faire progressivement parce qu'on ne perd pas toutes ses dents d'un coup, hein, les muscles c'est pareil, vieillissent tout doucement. Et donc on va modifier petit à petit ces aliments pour prendre des aliments plus faciles finalement à mâcher. Et donc on va réduire la viande, on va réduire des fruits frais et les légumes frais. Il sera des conséquences de malnutrition.
Autre point du vieillissement important, c'est la modification de la composition corporelle. Et vous voyez qu'à l'âge senior, eh bien, l'eau a diminué au profit de la masse grasse, et donc on aura une plus forte sensibilité à la déshydratation. Le pourcentage aussi de masse maigre en gris a diminué. Cette modification de la composition corporelle, elle se traduit aussi par une modification du muscle lui-même. Donc là, je vous montre une cuisse d'homme à 25 ans à l'IRM. Vous avez au milieu le fémur, autour la peau et, en noir le muscle. Et voilà le même homme à 65 ans. Et vous voyez une infiltration graisseuse du muscle. Ce qui va expliquer en partie voilà, la faiblesse musculaire qu'on observe dans la sarcopénie. Voilà. Et le muscle, la cuisse a pourtant à peu près le même diamètre, hein, donc c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Autre élément important à connaître dans le vieillissement, c'est la perturbation du goût, alors qui est assez connue pour le sel, et donc finalement les personnes âgées vont trouver tout fade. Ils vont dire de mon temps c'était bien meilleur. C'est pas que c'était, alors peut-être, mais c'est peut-être aussi, c'est surtout leur sens, le sel étant un exhausteur de goût, et bien finalement l'aliment, le plat devient avec beaucoup moins de goût, beaucoup moins appétant. Et donc finalement, quand on mange des choses qui sont moins goûteuses, eh bien on en mange de moins en moins. Donc voilà, donc une des solutions à ça, je vous le dis tout de suite, c'est par exemple de mettre des épices ou d'autres exhausteurs de goût. Bon, à ça s'ajoutent en plus plein de perturbateurs du goût liés à soit des médicaments, il y en a un paquet. Et puis l'autre perturbation du même type, un peu, c'est la sensation de soif, c'est-à-dire que la personne âgée perd un peu la sensation de soif. Et là aussi, il va falloir qu'elle apprenne à boire sans soif et que les aidants apprennent à lui donner à boire sans attendre que la personne âgée réclame à boire. Et vous voyez que c'est un deuxième facteur de risque de déshydratation. On a vu la composition corporelle tout à l'heure, et là on voit l'augmentation du seuil de perception de soif. En plus, je vous rappelle que les personnes âgées aiment bien vivre dans des environnements chauds et donc surchauffer un tout petit peu leur lieu de vie. Et donc là aussi, on augmente les pertes hydriques. Dernier point d'attention sur le vieillissement, on pourrait y passer toute la conférence, c'est ce qu'on appelle la dysrégulation de l'appétit, mais c'est beaucoup plus clair par un schéma. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne âgée, après une agression, après un gros stress, après un problème de santé, ne va pas récupérer son poids de façon spontanée. Un adulte, un enfant, il fait une bonne grippe, il est hospitalisé quelques jours, il va perdre du poids par l'augmentation des besoins, parce qu'il aura moins mangé par l'anorexie liée à l'hospitalisation, par exemple, ou à l'intervention. Mais spontanément, sans y réfléchir, il va augmenter ses apports et 15 jours après, il aura repris son poids de forme. Alors qu'une personne âgée, voilà comment ça se passe. Vous voyez, elle a son poids de forme à 70 kg et il lui arrive une première petite intervention chirurgicale, on va dire par exemple une hernie. Elle perd du poids lié à cette intervention. Elle va en reprendre un petit peu, mais elle ne reviendra pas à son poids de forme initial. Là-dessus, elle va peut-être être un peu plus sensible justement aux infections. Elle va se faire une grippe, même schéma. Là, petit à petit, faiblesse musculaire liée à la dénutrition, elle va chuter. On peut rajouter à ça plein de choses désagréables comme un deuil. Et ça peut aussi se terminer en placement en maison de retraite. Et là aussi, il y a plein de diminutions des prises alimentaires pour plein de multiples raisons. Donc vous voyez, si on n'y prend pas garde, si chacun des intervenants à chaque niveau, et en particulier au début de cet escalier vers l'enfer, ne pense pas à ça, eh bien, on connaît la fin. Voilà, donc ça fait la transition sur la prévention de la dénutrition, hein, donc en sous-titre, c'est une nécessité. J'espère vous en avoir convaincu. Alors là, c'est pareil, je vous mets une diapo pour que l'on ait à l'image des choses auxquelles penser, parce qu'on va pas trop détailler, mais voilà, il faut augmenter les saveurs, il faut augmenter la convivialité, il faut trouver des aides personnelles, techniques, il faut peut-être fractionner les repas, il faut éviter les plateaux où tout est présenté d'un coup, où ça coupe l'appétit, il faut éviter de manger au lit, il faut arrêter les régimes, on pourra en reparler peut-être dans les questions, ça sera intéressant qu'on puisse parler de ça.
On fait attention à réduire le jeûne nocturne. Voilà, je vous laisse tout ça. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais voyez les choses. Et là, on est vraiment dans la prévention. Et en gros, à partir de 70 ans, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est ici. Alors, prendre en charge un patient dénutri. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de décaler la partie diagnostic après. Mais imaginons, voilà, vous avez fait le diagnostic de dénutrition. Et comment on le prend en charge? Évidemment, le plus tôt est le mieux pour éviter de tomber dans cette fameuse spirale. Quel est l'objectif de la prise en charge de la dénutrition? Premier objectif, et déjà on est content d'y arriver, c'est d'arrêter la perte de poids. Donc pour ça, voilà, on augmente les apports. Après, si on y arrive, eh bien, on va essayer de retourner au poids de forme. Vous verrez que c'est très très difficile. Et donc comment on fait ça? Eh bien en donnant des conseils diététiques. Je vais vous en donner un ou deux exemples. Si ça ne suffit pas, ou en parallèle, on peut donner des compléments nutritionnels oraux, ce qu'on appelle les CNO, les compléments nutritionnels oraux. Je vous en parlerai un tout petit peu. On peut faire des sondes, hein, donc sondes entérales ou bien après on peut aussi faire des perfusions parentérales. On associe à ça un minimum d'activité physique, ce qui améliorera la prise en charge. Alors je vous ai dit que je vous donnerai un petit exemple comment enrichir l'alimentation. Donc je prends la soupe, c'est un exemple facile, mais un peu caricatural. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Donc on peut y rajouter de la crème fraîche. En gros, on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut perdre du poids. On peut ajouter du fromage, du fromage râpé, des petits croûtons, de la poudre de lait. La poudre de lait, c'est formidable, c'est très très riche en protéines. Des vermicelles, et puis pourquoi pas de l'œuf. Voilà. Alors si vous mettez tout d'un coup, ça ne sera plus un potage. Mais voyez l'idée à travers cette petite diapo, des façons de faire. Si vous voulez plus de détails, vous avez une très bonne application qui s'appelle Poids Plus, qui donne plein d'idées d'enrichissement et d'aliments énergétiques. Et puis sur le site de la HAS aussi, vous avez plein d'idées. Donc, voilà, les conseils diététiques. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait suffisant parce qu'il faut qu'on arrive à amener beaucoup de protéines et beaucoup d'énergie très concentré, donc dans un faible volume. Et donc, on peut utiliser les compléments nutritionnels oraux. Il y a énormément de compléments nutritionnels oraux disponibles dans les officines, et donc énormément de choix pour les prescripteurs. Donc déjà, deux catégories, les produits HC qu'on appelle hypercaloriques ou les produits HPHC qu'on appelle hyperprotéiques, hypercaloriques. La plupart des prescriptions et des besoins concernent les HPHC parce qu'ils concernent les situations hypercataboliques. Donc, c'est-à-dire quand il y a une augmentation du métabolisme, une inflammation, voilà, par exemple, des cicatrisations. Donc, vous voyez toutes les situations. Et finalement, les produits HC servent moins, puisque vous voyez, les pathologies à gauche sont plus rares dans la prise en charge, en tout cas. Mais ce n'est pas la peine de donner un produit HPHC s'il n'y a pas besoin. Voilà, petite règle on peut faire son choix au milieu de toute cette foule. Alors la question qu'on pose souvent, c'est à quel moment on les prend? Bon, alors je vais vous donner les recommandations, mais évidemment chacun fait un peu comme il peut avec le patient qu'il a en face de lui. Une des meilleurs endroits, c'est après le dîner, en particulier si le dîner est à 6h30, 19h, et que le petit déjeuner est à 8h. Vous voyez, donc le CNO à ce moment-là peut couper un peu le jeûne nocturne. Il ne coupera pas du tout l'appétit pour les repas suivants, puisque le risque du CNO trop près d'un repas, c'est qu'il coupe l'appétit pour le repas suivant. Voilà. Une autre solution, c'est évidemment de le mettre au goûter, à condition que le dîner ne soit pas trop après le goûter. Et on évitera un peu la collation du matin, mais c'est aussi possible. On peut aussi les placer en fin de repas. Voilà, il existe aussi des CNO sous forme de poudre qu'on peut aussi rajouter pour enrichir les repas. Je ne vais pas m'étendre ce soir là-dessus, c'est pas l'objet, enfin, pas aller trop loin. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est efficace de donner des CNO? Est-ce que c'est Et oui, c'est efficace. Voilà, donc je vous ai mis deux grosses études, une Cochrane et puis une autre un tout petit peu plus récente, mais elles sont toujours d'actualité, hein. Donc oui, les CNO font prendre du poids, elles font prendre de la force musculaire et donc de la facilité de préhension, elles diminuent les complications, elles diminuent les hospitalisations, elles diminuent la mortalité. C'est remboursé à 100%,
Il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de choix, les labos ont fait beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, tout ça, ça marche que si les patients les prennent. Il ne suffit pas de les prescrire, il ne suffit pas de les dispenser, il faut que les patients les prennent pour qu'ils arrivent à 500 kcal jour ou à 30 grammes de protéines jour. Donc, ce n'est pas la prescription qui compte, c'est bien l'absorption qui compte. Voilà, donc je vous avais dit que ce soir, on allait surtout se focaliser sur le diagnostic de la nutrition, puisque les nouveaux critères sont sortis. Donc, le diagnostic de nutrition, le plus tôt est le mieux. Voilà. Alors, quels éléments on va avoir besoin pour le diagnostic? Vous allez voir que c'est des éléments très simples et il n'y a plus de critères biologiques. Donc, tout le monde peut faire du dépistage et, pour les médecins, faire du diagnostic. Donc, évidemment, on a besoin du poids. Et ce poids-là, malheureusement, il n'est pas encore tout à fait systématiquement noté dans les dossiers, partout, voilà. Puisque vous allez voir qu'on aura besoin d'avoir des références de poids et des cinétiques de poids. Donc, on note le poids. Finalement, l'idéal, c'est de noter le poids et on verra les rythmes de pesée régulièrement. On va avoir besoin de la taille pour pouvoir, évidemment, calculer la corpulence. La corpulence, qui en termes médicaux s'appelle l'indice qu'on calcule grâce à l'indice de masse corporelle, poids sur la taille au carré. Et donc vous voyez que la zone verte, c'est la zone de poids normal. Et si on est inférieur à 18,5 chez l'adulte jeune, eh bien on est dénutri, ou à risque de dénutrition. On va voir que ce critère-là n'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon élément. Alors, et chez la personne âgée, le critère d'IMC de dénutrition, c'est 22. On va prendre le temps de le revoir, mais vous voyez déjà l'écart énorme entre un adulte jeune à 18,5 et un adulte senior à 22 d'IMC. À 22 d'IMC, il y a beaucoup d'adultes jeunes qui sont déjà dans la case dénutrition. Alors évidemment, l'IMC, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas tout à fait suffisant, parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. On parlera tout à l'heure de l'obèse dénutri. Alors, avant de parler du senior, je vous rappelle les critères des diagnostics de nutrition de l'adulte qui sont sortis en 2019, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait bien connus. Mais pourquoi je vous les rappelle? Parce que les nouveaux critères chez les seniors reprennent le même principe que ces critères de l'adulte. Donc, il va nous falloir, premièrement, un critère dit phénotypique, c'est-à-dire un critère un peu calculé. Donc, on va calculer la perte de poids depuis 1 mois, depuis 6 mois. Et vous voyez que si on a perdu plus de 5% du poids en 1 mois, eh bien, on a un critère. Et vous voyez qu'il y a un critère de rapidité. Voilà. Après, on peut aussi, comme autre critère, prendre l'IMC. Donc, un IMC inférieur à 18,5. Ou bien, on peut prendre un critère de masse musculaire si on a les éléments pour pouvoir le calculer. Un seul de ces critères suffit, on n'a pas besoin de les additionner. Par contre, à ces critères phénotypiques, il faut ajouter, pour faire le diagnostic de nutrition, un critère dit étiologique, c'est-à-dire un critère de cause. Donc, parmi ces critères étiologiques, il y a trois possibilités. Une diminution de la prise alimentaire. Alors ça, c'est vraiment un critère génial. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas besoin de se compliquer la tête. Vous savez que votre patient mange moins, à peu près moitié moins pendant la semaine. Il a mangé moitié moins que d'habitude. Eh bien, et qui en plus il a perdu du poids, ou bien qu'en plus il a un IMC inférieur à 18,5, voilà, vous avez un critère phénotypique et vous avez un critère étiologique. Vous avez aussi dans les autres critères étiologiques une absorption réduite, donc par exemple voilà, un problème médical qui va faire qu'on a une mauvaise digestion, une mauvaise absorption, ou un autre critère étiologique, et là aussi c'est vraiment formidable d'avoir mis ça dans les critères de nutrition, c'est une situation d'hypercatabolisme, donc on appelle une situation d'agression. Donc finalement, toute pathologie aiguë, comme un Covid, comme une grippe, ou chronique, mais chronique agressive, hein, avec les situations d'hypercatabolisme, ou cancéreuse, est un critère étiologique. Donc en gros, ce n'est pas le tout d'avoir des chiffres, il faut réfléchir à pourquoi. Et le pourquoi, c'est les critères étiologiques. Bon, là, je vous ai mis les critères de dénutrition sévère, où là apparaît la biologie, parce que vous allez me dire, mais où est passée la biologie? Elle apparaît uniquement donc, pour l'albuminémie dans la nutrition sévère. Donc, si vous avez bien compris ça, eh bien, ça va être facile de comprendre le diagnostic de la dénutrition des personnes âgées, donc, ils sont sortis la semaine dernière.
Donc on est reparti, là le groupe HAS, sur le même principe que donc, les personnes adultes jeunes. Un critère phénotypique associé à un critère étiologique. Alors dans les critères phénotypiques, est-ce qu'il y a des changements? Sur la vitesse de perte de poids, non. Sur l'IMC, je vous en ai déjà dit tout à l'heure, IMC inférieur à 22. Si vous avez bonne mémoire, les critères précédents, 2007, mettaient un IMC à 21. Donc là, vous voyez, on ouvre plus largement le diagnostic de nutrition à des IMC dès 22. Certains pays et recommandations sont à 23. En France, on a fait le choix de 22. Et donc, on a gagné 1 kg par mètre carré d'IMC. Mais vous voyez que par rapport aux seniors, on est à 2,5 d'écart. Et vu la formule, c'est quand même très important. En autre critère phénotypique, c'est un critère donc, de sarcopénie confirmée. Donc, je vous donnerai tout à l'heure les critères pour faire un diagnostic d'une sarcopénie. La sarcopénie qui est donc un phénomène qui atteint la personne âgée. Et c'est bien qu'on ait mis ce terme-là. Donc, on associe un critère étiologique qui, là, vous voyez, sont exactement les mêmes. Il y a un adjectif différent, c'est qu'on a mis évolutif à la maligne, mais sinon, ça ne change rien. Donc, toujours, voilà, diminution de la prise alimentaire ou une maladie qui va être digestive ou une situation d'hypercatabolisme. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés. Hein, on vous les présente ce soir. Ils sont tout neufs. Et c'est ça, voilà, il va falloir les faire connaître à tous vos confrères et consoeurs sur ces nouveaux critères de diagnostic de la nutrition. Il y a aussi là un petit focus sur la dénutrition sévère. Vous voyez, l'IMC doit être inférieur à 20. Dès inférieur à 20, on est en dénutrition sévère hein, chez la personne âgée. On peut aussi faire un dosage d'albumine, pardon, excusez-moi. Ou bien, voilà, si la perte est supérieure à 10% en un mois, on est aussi en dénutrition sévère. Alors, comme on parle de sarcopénie, je vous fais un tout petit rappel sur les critères de sarcopénie, hein, qui sont des critères aussi récents, hein, 2021, consensus EWGSOP. Donc, il faut un critère de réduction de la force musculaire qui est un critère assez facile à faire, voilà, partout. Hein, donc, les levées de chaise rapides, et puis un hand grip test, donc un calcul de la force de préhension qu'on fait avec un dynanomètre. Vous avez les critères ici, c'est facile à faire. Ce qui est un tout petit peu plus complexe, malheureusement pour les critères de sarcopénie confirmés, il faut un critère de réduction de la masse musculaire. Et donc ça, voilà, on va déjà nécessiter des examens qu'on ne peut pas forcément faire en médecine de ville. Voilà pour les critères de sarcopénie. On a aussi mis des petites précisions, vous verrez, hein, si vous prenez le temps de lire le document HAS. Et donc, je vous en ai gardé deux. Hein. Il y en a plusieurs, mais je vous en présente deux ce soir. Si, au cours de la prise en charge de la dénutrition, le critère étiologique disparaît. Typiquement, vous avez un IMC inférieur à 22, plus un Covid. Voilà. Un critère phénotypique, un critère étiologique. Au bout de quelques jours, semaines peut-être, le Covid est guéri. Vous avez donc disparition du critère étiologique. Mais l'IMC n'est pas remonté au poids normal. Et donc, finalement, le diagnostic de dénutrition persiste tant que les chiffres, là, les critères chiffrés ne sont pas normalisés. Vous voyez, c'est important à savoir. Ça veut donc dire, surtout, hein, si on le traduit autrement, que la prise en charge ne s'arrête pas dès que le critère étiologique est guéri. Et en gros, voilà, dès que le médecin est content, par exemple, il a guéri son patient, oui, mais la dénutrition, qui est aussi une maladie, il n'a pas fini de la guérir, hein, si on veut un peu caricaturer. C'est ça le sens de cette phrase-là. Et puis, on a aussi écrit dans les recos que la dénutrition du sujet âgé est multifactorielle et que donc, finalement, si on a trouvé une petite cause à la dénutrition, ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas d'autres causes aussi. Donc, on va faire un bilan complet. Donc ça, c'est spécifique à la personne âgée. Alors, vous verrez qu'aussi dans les recommandations, on insiste sur la surveillance de l'état nutritionnel du sujet âgé. Et donc, 5 éléments de surveillance de l'état nutritionnel du sujet âgé. Le poids, l'IMC, ça, on ne peut pas y couper. Mais aussi
On va essayer de connaître l'appétit et de suivre l'appétit et la consommation alimentaire. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Bah, une solution assez simple, c'est d'estimer les portions mangées. Donc là, il y a voilà, on peut demander à la personne qui récupère le plat et l'assiette du seigneur, ben voilà, est-ce qu'il a tout mangé? Il a mangé un quart, voilà. Et donc, on peut regarder un peu ce qui. Donc, vous voyez à droite, vous avez une échelle d'estimation des portions. Et donc, ça peut se reporter. On peut aussi, ça peut être une auto-évaluation ou bien une évaluation par les dents. Et puis, on peut aussi avoir des échelles visuelles de je ne mange rien du tout à je mange comme d'habitude, qui sont sur le même principe que les échelles d'évaluation de la douleur. Donc, ces échelles-là apparaissent dans les recos. Et puis, bon, si vous avez la chance d'avoir un diététicien, vous pouvez aussi faire du calcul des portions mangées. Dans les autres éléments de surveillance, vous avez la force musculaire avec les deux tests que je vous ai montrés, là, le hand grip test et le test du lever de chaise, qui sont des choses aussi simples. Et puis, je vous ai rajouté voilà, qu'il fallait penser à surveiller l'état bucco-dentaire et les capacités de déglutition, et que c'est pas mal de faire un bilan orthophoniste et non pas qu'un bilan dentaire pour les troubles de la déglutition. C'est l'occasion de vous rappeler que les orthophonistes sont les spécialistes des troubles de la déglutition. Alors, à quel rythme? Vous allez me poser la question. Donc, voilà quelles sont les recommandations 2021 chez le sujet âgé. En ville, on fait une surveillance de l'état nutritionnel une fois par mois. On pèse, en gros, c'est ce que ça veut dire. On pèse et on mesure l'IMC une fois par mois. En EHPAD, on le fait à l'entrée, puis une fois par mois. Et à l'hôpital, c'est à l'entrée, et on pense à le noter quelque part, puis une fois par semaine, et ce poids d'une fois par semaine, on le note. En cas d'événement intercurrent type infection, ou en cas on a repéré une diminution de l'appétit, eh bien là, on passe à une fois par semaine, donc on fait comme à l'hôpital finalement, quel que soit le lieu de vie de la personne. Voilà, c'est assez facile à retenir, hein, une fois par mois en ville et en EHPAD, et en situation pathologique, on va dire hôpital et événements intercurrents, une fois par semaine. C'est assez simple, c'est facile à comprendre. Mais ça veut dire, hein, vous voyez qu'en ville, quelqu'un qui se porte bien, il faudrait, et on est encore loin de ça, hein, on est bien conscient de ça en ayant mis ces recommandations, peser les gens une fois par mois pour avoir un poids de référence lorsqu'on en aura besoin. Et repérer aussi les troubles de diminution de l'appétit. Moi, voilà, j'ai fini ma partie. Donc, Justine, je ne sais pas si vous préférez qu'on passe tout de suite sur les obèses, que je donne la parole à Adam, ou si déjà on répond Alors, à quelques questions. C'est vous qui dites, ça m'est égal. d'ores et déjà, on va peut-être laisser la possibilité aux uns et aux autres éventuellement de poser quelques questions sur les 2 petites minutes là à venir. S'il n'y en a pas spontanément, ce que je vous propose, c'est poursuivre avec le docteur Jirka sur la personne âgée obèse et dénutrie. Merci beaucoup, Guillaume. Après. S'il n'y en a pas spontanément, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur le petit focus tant attendu. Et par rapport aux participants, n'hésitez surtout pas à indiquer vos questions sur la partie conversation. Mais on a par exemple Pauline Berlot qui indique merci beaucoup pour cette présentation très claire. Vous avez peut-être été trop clair, Guillaume. Il n'y a pas de questions en tout cas pour le moment. Je vous remercie. Bon, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous voyez en fait le début de ma présentation. On s'est bien entraîné avant. Parfaitement, merci. Ok. Merci à Gérontopole de m'avoir invité de vous parler des personnes âgées obèses et dénutries. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On dirait qu'est-ce que nous racontent les obèses? Ils ont des stocks. La dénutrition, ça ne les touche pas. On préfère le changer sur notre chaîne. On va regarder Top Chef. Restez un peu. Je vais essayer de vous convaincre que la personne obèse âgée, en fait, il y a des facteurs qui sont très spécifiques pour la personne âgée et que la dénutrition chez quelqu'un qui est obèse en général, notamment chez une personne âgée, peut avoir des conséquences graves, en fait, comme le docteur André nous a déjà décrit. Alors, voilà. Je vais commencer par l'évolution, en fait, donc ça, c'est des études épidémiologiques, l'évolution, en fait, d'IMC sur une population française, à travers, en fait, qu'on avance dans l'âge.
Et vous voyez que plus on avance, plus l'IMC augmente. Donc, on commence à 22, entre 20-25 ans, et puis on arrive à 26,5 en moyenne pour seniors à 65, voire plus. On va regarder en fait la même étude, mais d'un autre point de vue. Donc, ça veut dire quelle est la prévalence des personnes obèses dans la population en fonction de tranche d'âge. Donc, vous voyez ici, en fait, sur X, les âges, vous voyez, 30, 60, etc., et le pourcentage des personnes obèses. Et vous voyez qu'en fait, le cumul, notamment pour l'homme, est aux alentours de 65 ans, pour la femme un peu plus tardivement. Et puis, en fait, le pourcentage de personnes obèses diminue, en fait, quand on dépasse les 70 ans. Mais le maximum, c'est 60, 65 ans. Alors, on sait très bien que l'obésité est en risque des pathologies, notamment des pathologies cardiovasculaires. On sait qu'une fois que l'IMC dépasse 25, l'obésité est associée à des complications cardiovasculaires, métaboliques, cancéreuses, et bien sûr augmente la mortalité. Bon, le problème, c'est que ça, on connaît pour la population, disons, générale, et plutôt dans la population des adultes jeunes ou d'âge moyen. Pas moyen âge, mais âge moyen. Donc, est-ce qu'on a des données pour la population des personnes âgées 60, 65, voire 70 et plus? Alors, on va commencer à compliquer les choses. Peut-être que ce ne sera pas aussi clair, mais on sera pour vous répondre à vos questions. On va commencer par paradoxe de l'obésité chez la personne âgée. Donc, ce qui est intéressant, que l'obésité modérée chez la personne âgée semble être associée à une augmentation de la mortalité, à un moins bon pronostic de certaines pathologies que chez les adultes plus jeunes. Okay? Donc, le risque de complications, c'est chez les adultes plus jeunes. Par contre, le nadir pour la personne âgée, le nadir de mortalité cardiovasculaire, AVC ou le cancer, se trouve à peu près pour la personne âgée ou au niveau de l'obésité grade 1. Donc finalement, la courbe bouge un peu vers la droite. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ces graphiques. Alors, la population générale et le risque de mortalité. Et vous voyez que le risque de mortalité est le plus bas quand on s'approche de 25. Là, c'est dans la population générale. Ce qui est intéressant, quand vous prenez les personnes malades, atteintes d'une maladie chronique, cette courbe change complètement et elle devient dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que le risque de mortalité est inférieur à 1 pour les personnes qui sont en surpoids, voire obésité légère. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ce paradoxe que les personnes âgées seraient plutôt protégées par surpoids, obésité, ou dans les pathologies chroniques, on peut voir en fait ce changement de la courbe dans la population générale, une sorte de protection par le surpoids. Un autre exemple, en dialyse, donc des patients avec insuffisance rénale chronique, une étude en fait qui date d'il y a 10 ans, montre de nouveau, compare deux populations, compare la population générale, vous voyez, en fait c'est la même courbe en J, si vous voulez, le risque de mortalité augmente si l'IMC est inférieur à 20, à partir de, voilà, c'est 22, et augmente dans la population générale si l'IMC est supérieur à 30. Mais pour les dialysés, c'est le surpoids voire l'obésité qui va diminuer le risque de mortalité. Donc, c'est un autre paradoxe, comme si l'obésité est protégée. Alors, comment ça marche? Pourquoi en pathologie chronique ou personnes âgées devraient être en fait moins à risque de mortalité? Alors, les hypothèses sont nombreuses. On va parler dans quelques secondes des trajectoires pondérales, très intéressantes. Aussi, il y a des hypothèses sur les modifications hormonales avec une insulinémie élevée qui est en fait quand même l'insuline est l'hormone principal de la synthèse. Les modifications métaboliques avec une augmentation en fait d'activité mitochondriale, de production de l'énergie. Modifications neuro-hormonales avec une diminution de la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce qu'on peut aussi poser sur la balance, c'est que
il y a une sorte de protection par un meilleur suivi des pathologies cardiovasculaires chez les personnes obèses. Une autre partie de ces hypothèses dit que le fait d'avoir un IMC élevé, et ça on voit régulièrement chez les personnes notamment en fait plus jeunes, que le fait d'être en surpoids ou obèse, ce n'est pas qu'une augmentation de l'adéposité, de la masse grasse, mais aussi en fait de la masse maigre, donc de la masse musculaire, qui aurait un rôle protecteur. Et tout ça, c'est en se cumulant en fait de sortes de réserves en fait qui nous protègent contre en fait une pathologie aiguë, voire aggravation des pathologies chroniques. Donc, on est toujours sur ce paradoxe-là. Alors, l'importance de trajectoire pondérale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde des études, ce qui est intéressant, que l'obésité, finalement, est un facteur péjoratif si elle commence, pas précocement, mais à l'âge jeune. Si vous êtes jeune adulte et vous êtes obèse, là, l'obésité est liée en fait aux complications cardiovasculaires, cancer, etc. Par contre, quand la survenue d'une obésité est à l'âge avancé, il semble, d'après les études, que c'est un facteur protectif qui réduit la mortalité. Donc finalement, c'est important, est-ce qu'on est obèse depuis la jeunesse, depuis quand on est jeune, ou finalement, c'est en vieillissant qu'on prend du poids. Alors, je vais essayer de vous expliquer sur une autre étude. Là, vous voyez les trajectoires en fait entre 25 et 73 ans, avec prise de poids, perte de poids, poids stable. Et cette équipe a regardé en fait quelles sont les complications ou quelle est la différence parmi les différentes trajectoires et la capacité en fait, la capacité d'autonomie, la fragilité et la mortalité en fait chez une personne âgée. Et ils ont regardé en fait, ils ont surveillé de façon prospective les personnes âgées pendant 10 ans. Et vous voyez qu'il y a une courbe quand même qui se détache. Et cette courbe, c'est la courbe de ceux qui ont perdu du poids. Donc finalement, le facteur péjoratif serait la perte de poids plus que l'obésité, plus que les patients qui ont un poids stable ou finalement qui ont pris du poids. Donc vraiment, c'est la perte de poids. On retourne au diagnostic phénotypique, la perte de poids qui est très importante. On parle d'obèse, donc là, l'IMC, ça ne va pas nous aider, ce n'est pas évident d'avoir un IMC inférieur à 22, mais c'est la perte de poids qui est un facteur pronostic péjoratif, plus que l'obésité chez une personne âgée, notamment si elle s'est développée tardivement. Et on va entamer une autre entité, obésité sarcopénique. On a un peu parlé de la sarcopénie, et pour peut-être vous mieux montrer en fait que la différence, je vais vous montrer en fait cette coupe de scanner. C'est une coupe de scanner abdominale pour un cancer ou pour une pathologie aiguë chez deux personnes. On dirait que le tour du ventre, il est pareil. Mais regardez à l'intérieur, tout ce qui est en rouge, c'est le muscle. Tout ce qui est en jaune, c'est de la graisse viscérale. Et en bleu, c'est la graisse en fait subcutanée. Et là, il faut dire que la surface du rouge, donc la surface musculaire, est largement supérieure à cette personne-là. Et on a toujours le même tour du ventre. Et vous voyez beaucoup plus de gras, beaucoup plus d'adiposité en fait viscérale chez cette personne-là. Donc finalement, il y a cette IMC, cette obésité qui montre un certain poids, mais ce qui est intéressant, si on pouvait voir, ce n'est pas toujours évident, on n'a pas ces scanners en routine, c'est de regarder un peu à l'intérieur, la composition corporelle. Pas si évident, mais peut-être à un moment, ça sera beaucoup plus facile de faire des évaluations des scanners un peu d'une facilité beaucoup plus ce qu'on a maintenant. Donc voilà, donc ça c'est la différence de composition, sarcopénie, manque de masse musculaire. Bon, la sarcopénie, ce mot a été introduit la première fois il y a maintenant presque 35 ans par Edwin Rosenberg, qui était un gériatre, et il vient de mot sarx, ce qui représente, ce que ça veut dire la chair, et puis pénia, la perte. On a beaucoup en fait de différentes définitions. La définition d'Espen de 2017 dit que c'est un centre caractérisé par une perte progressive de la masse, force et fonction musculaire. Donc on ne parle pas que de la masse, mais aussi de la force, de la performance, et qui résulte en fait en risque élevé des complications.
Voilà, après, on en a déjà un peu à faire rentrer. Il a déjà décrit quelques outils à mesurer cette force ou la masse. Bon, je n'ai pas repris cette diapo, presque, mais l'idée est la même. Vous voyez en fait coupe de cuisse sur IM. Là, c'est pareil, avec l'âge, c'est normal de changer la composition corporelle. On ne perd pas du poids avec l'âge, mais ce qui change pour tous, c'est la composition. On va tous prendre plus de gras et on aura moins de muscles. Ce qui est plus important pour le pronostic, c'est le sujet obèse. Et vous voyez en fait le manque de la masse maigre et la surcharge en graisse. Donc, l'idée, c'est de stimuler en fait les personnes à l'âge adulte, voire après à l'âge plus avancé, pour avoir une activité physique et une bonne alimentation, un apport en protéines correct, pour justement maintenir ou faire le pic, le maximum de la masse musculaire et la maintenir au plus longtemps, et pour contrer un peu ce phénomène de vieillissement qui va réduire en fait la masse maigre au cours de vieillissement. Bon, les facteurs pour une sarcopénie, c'est vieillissement, la dénutrition, on en a parlé, c'est surtout la perte de la masse protéique, cachexie cancéreuse, inactivité, très important. Il ne suffit pas d'apporter des protéines, il faut les cibler vers les tissus comme le muscle, donc il faut activer les tissus. Et puis il y a des traitements comme corticothérapie qui peut en fait aggraver, accélérer la protéolyse, la perte de la masse musculaire et bien sûr tous qui sont handicapés, il y a une maladie neuromusculaire, neurologique, il y a une perte musculaire importante. Concernant les complications, une étude relativement simple, il regarde en fait la durée de séjour à l'hôpital. Et il divise les personnes en 4 différents groupes. Donc, on va se concentrer sur ce groupe-là qui a une masse grasse élevée et une masse musculaire basse. Et vous voyez que la proportion des personnes hospitalisées qui restent le plus longtemps, donc ça veut dire plus de 11 jours, la proportion est la plus importante chez des personnes qui sont en surpoids, obèses et qui ont le moins de masse musculaire. Le moins de masse musculaire. Ce qui est connu en fait des différentes pathologies, ici je vais vous donner un exemple sur la BPCO, c'est que la survie est corrélée à l'IMC, donc plus l'IMC est bas, plus la survie est moindre, pire. La même chose, c'est cette ligne qui se détache, c'est les patients atteints de BPCO qui ont une masse musculaire faible. De nouveau, la survie est la pire par rapport à quelqu'un qui a une masse musculaire conservée. Et ce qui est aussi un facteur péjoratif, c'est la perte de poids qui va augmenter le risque de décès. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, tous les facteurs phénotypiques sont liés ensemble, ils vont aggraver le pronostic. Alors, cette étude a regardé parce qu'on sait que l'obésité chez la personne âgée est liée à augmentation de risque de perte d'autonomie, de chute, de troubles de marche, comme la dénutrition. Et cette étude a regardé quelles sont les capacités à maintenir des activités quotidiennes dans une population de personnes âgées. Ils ont vu que c'est les personnes qui sont obèses et à manque de muscles, donc sarcopéniques, qui ont le moins d'activité, qui sont capables de moins maintenir ces activités. En regardant spécifiquement la survie, de nouveau, il y a un bras de ces patients avec la composition définie comme obèse sarcopénique qui se détache largement et qui a le pire des pronostics. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies où on pourrait appliquer cette règle de mauvais pronostic chez l'obèse dénutri sarcopénique? Vous voyez, en fait, ça, c'est une étude de Barakos qui travaille beaucoup sur la composition corporelle. C'est une équipe canadienne. Et elle a comparé, elle a pris le temps de regarder les études qui regardent la composition corporelle dans différents cancers, comme le pancréas, cancer de foie, poumon, estomac ou sein. Et vous voyez que la sarcopénie, obèse sarcopénique, a un risque
de mortalité largement plus élevé par rapport à quelqu'un qui a une composition normale, qui n'est pas sarcopénique et qui n'est pas obèse. Donc, vous voyez, c'est jusqu'à 7 fois plus, voire 12 fois plus dans le cancer d'estomac. Et ce qui est vrai aussi, on a parlé des conséquences de la nutrition, et c'est pareil pour les complications chirurgicales. Et vous voyez que le risque de faire des complications chirurgicales dans la chirurgie de cancer de l'estomac ou du pancréas est 2 fois, 3 fois plus élevé chez une personne obèse sarcopénique. Alors, on s'est dit que l'obésité, on dirait que dans la population âgée, ça plutôt protège, notamment si elle survient tardivement dans la vie, notamment s'il y a une pathologie chronique. Et la question, et vous savez, vous êtes souvent confronté avec la vie, notamment des chirurgiens, ben, il est obèse, il faut le faire maigrir. Oui, il y a des effets bénéfiques d'amaigrissement. Mais le problème, c'est souvent dans les études qui ne prennent pas trop en compte ou qui s'arrêtent avec l'inclusion, avec un âge de 65-70 ans. Donc, est-ce que finalement, on peut appliquer cette règle de bénéfices cardiovasculaires métaboliques, d'amaigrissement chez la personne âgée? Alors, les recommandations de Société d'anesthésie et de nutrition de 2010, en fait, qui prennent une position par rapport à l'amaigrissement avant une chirurgie, mais ils disent en fait que les régimes restrictifs ne sont pas recommandés, notamment chez des personnes obèses entre 30 et 40 et chez les sujets âgés obèses. Vous voyez, avant la chirurgie, on va plutôt éviter, notamment chez le sujet âgé obèse, de faire maigrir en fait les patients. Une perte de poids volontaire, donc là, on n'est pas sur une pathologie tumorale qui fait, avec obstruction digestive, qui fait perdre du poids, mais c'est vraiment le poids, c'est le signal de il faut maigrir parce que après ça sera mieux. Préopératoire n'est pas recommandé dans les jours et semaines qui précèdent un geste chirurgical, et si c'est le cas, il faudrait que le poids reste stable au moins 15 jours avant la chirurgie. Donc, il ne faut pas arriver en pleine chirurgie en maigrissant ou dans le processus de perte de poids. Et puis pour la chirurgie bariatrique, bon, pas forcément pour l'instant, mais indiqué chez les personnes âgées, mais bon, on voit de plus en plus en fait de personnes qui sont opérées à 50, 55 ans, voire 60 ans. Le régime restrictif en préopératoire n'est pas recommandé. Voilà. Donc ça, c'est les grands messages, notamment ne pas faire maigrir en préopératoire. Alors, là, on parlait du préopératoire. En général, est-ce qu'une personne âgée qui est en obésité, est-ce qu'il faut en fait proposer les mêmes interventions que des personnes adultes? Pour une personne âgée en surpoids, non. On va éviter ça. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec chaque perte pondérale, même si elle est volontaire, la personne perd de muscle. Il n'existe pas une perte de poids dissociée que de gras sans muscle. Ça n'existe pas. Nous, ce qu'on essaye toujours de faire dans le processus, dans le projet d'amaigrissement, c'est de conserver au mieux en fait la masse musculaire, perdre le plus. Mais il n'est pas possible. Donc, chez une personne âgée qui a déjà plus de risque de sarcopénie du fait de vieillissement, notamment en surpoids, on ne va pas recommander en fait une réduction pondérale. En absence de dénutrition, personnes âgées obèses avec des complications, en absence de nutrition, il faut bien considérer avec prudence la balance bénéfice-risque qui peut être difficile à apprécier, notamment parce qu'on n'a pas assez d'études qui montreraient ce bénéfice comme dans la population de 30, 40 ans. Il y a très peu d'études qui regardent en fait l'amaigrissement, projet d'amaigrissement volontaire et bénéfices métaboliques. Il y a une étude qui a décrit en fait une bénéfice sur l'hypertension après un an d'amaigrissement, mais il n'y a aucune amélioration sur le contrôle glycémique ou de dyslipidémie. Si on décide de conduire un projet de réduction, d'amaigrissement, on est toujours sur une restriction modérée, et on va surtout en fait
surveiller que le poids n'est pas perdu rapidement. Plus rapidement la personne perd du poids, plus elle va perdre de la masse maigre. On va surtout stimuler, s'assurer qu'il y ait une activité physique associée et on s'assure que les apports protéiques sont élevés dans ce cas-là, justement pour réduire au maximum le risque de la perte musculaire. Docteur Jerka, je me permets, il y a un commentaire de la part de Claire Sally, diététicienne au sein d'un CHU. Je ne comprends pas, l'obésité protège les personnes âgées, mais alors sur la diapo, vous montrez qu'une personne âgée sarcopénique multiplie ses risques de mortalité en cas de cancer. Est-ce que vous pouvez simplement revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Donc là, comme je vous ai dit, les études sont rares. Là, c'est des complications de sarcopénique. Donc ça veut dire, vous avez des personnes qui sont âgées, qui sont en surpoids ou obèses, qui vont conduire la voiture en pleine autonomie, qui jouent au pétain, qui font 40 minutes de marche par jour, qui se maintiennent dans un bon état. Okay, et cette personne-là, ben, elle est protégée en fait contre la mortalité. Elle est protégée en fait, ou si elle a une maladie chronique stable, ben, elle est protégée, elle a une meilleure survie qu'une personne qui est dénutrie. Maintenant, là, ce qu'on veut dire par obésité sarcopénique, c'est les personnes qui ont une maladie sévère ou qui ont passé par une période très difficile en réanimation et ont perdu du muscle. Donc, ce qui protège, en fait, ce qui est probablement le phénomène péjoratif dans l'obésité, c'est le manque de la masse musculaire, de la masse maigre. Ce n'est pas l'obésité en elle-même, mais c'est le fait d'être obèse et ne pas avoir de muscles. Et vous savez, en fait, je vous ai montré, l'IMC augmente avec le temps. Mais quand on a un IMC élevé, ben, on a un peu plus de masse maigre également. Donc l'idée, c'est de maintenir notre masse musculaire et rester protégé contre des complications, voire voilà, contre les complications. Malheureusement, on rencontre des personnes âgées qui sont obèses. Et pour une cause, voilà, ça dépend, mais souvent c'est des maladies aiguës ou qui s'enchaînent, on a vu la spirale, mais ils perdent surtout de la masse musculaire et ils deviennent sarcopéniques. Et ça, c'est le point faible qui va augmenter les risques de mortalité, morbidité. J'espère que j'étais clair, mais Merci, voilà. docteur Jerka. Ce que je propose à Claire, c'est... J'ai Ouais. 2 diapos à finir. Donc, les apports protéiques, donc on a dit, ben, il faut préserver la masse musculaire. C'est très important. Même si on est obèse, ben, il faut avoir une masse musculaire. Donc, ce qui est recommandé, c'est les apports protéiques sujet âgé sain, entre 1,2 g par kilo par jour, ce qui est plus élevé par rapport à l'adulte, on est à 0,8. Quand il y a une maladie aiguë ou voire chronique en stade avancé, on va augmenter les apports, on va plutôt cibler 1,2-1,5. Il faut bien associer en fait l'activité physique pour justement avoir le rendement le plus important des apports protéiques. Et juste pour expliquer pourquoi il faut augmenter le seuil. Parce qu'il y a ce qu'on appelle résistance anabolique, ça veut dire que le seuil pour synthétiser le muscle est beaucoup plus élevé chez la personne âgée. Pour plusieurs raisons. Et il y a moins d'acides aminés qui s'absorbent, qui passent dans le sang. Le muscle est moins réactif au niveau d'acides aminés, donc il faut apporter plus d'acides aminés. Il y a moins de perfusion musculaire. La sarcopénie est plus fréquente, ça fait partie du vieillissement finalement. Et puis on a plus de pathologies qui altèrent le métabolisme protéique. Donc voilà, c'est pourquoi il faut augmenter les apports protéiques chez la personne âgée. Dernière diapo, et puis on discute. Les messages clés, donc l'IMC augmente avec l'âge. Obésité est un facteur protecteur chez la personne âgée, notamment si la prise de poids est plutôt tardive. Trajectoire pondérale, on s'expliquait que le pire, c'est de perdre du poids, finalement. Le pire des pronostics, c'est l'obésité couplée à un manque de la masse musculaire, obésité sarcopénique. Ça, c'est le facteur pronostic péjoratif. Ça, c'est la différence. Et la perte de poids est toujours associée à une perte de la masse maigre. Donc, maigrir les personnes âgées, il faut être vraiment très méfiant, il faut bien réfléchir et je pense que finalement, surpoids, obésité grade 1, on ne devrait pas les faire maigrir. On ne devrait pas parce qu'il y a le risque qu'ils perdent de la masse musculaire. Et là, c'est le pronostic qui dégringole, qui s'aggrave, qui se détériore. Voilà, merci pour votre attention.
les recommandations présentées par le docteur André qui sont sorties il y a une semaine. Voilà. Merci à vous. Alors, je me permets simplement de reprendre la parole. Claire, est-ce que le docteur Jirka a répondu à votre question? Est-ce que c'était clair pour vous? N'hésitez pas à le mettre en tout cas sur la conversation. Merci pour la présentation. Claire également avait une autre question, mais je pense plutôt pour vous, Guillaume. J'avais vu qu'on pouvait mesurer le mollet pour évaluer la masse musculaire, 31 cm. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai que ça apparaît dans de nombreuses études. De mémoire, ça n'a pas été retenu dans les critères chez la personne âgée sur le calcul justement de la masse musculaire. Donc si on l'a pas retenu, alors on a quand même mis une petite, je reprends les notes là parce que c'est dans les petites étoiles, vous voyez, et donc on a quand même mis voilà, que l'anthropométrie pouvait être utilisée avec le tour du mollet et qu'il y avait une proposition inférieure à 31 cm. Mais voilà, on est sur des critères qui ne sont pas validés de façon internationale, donc on dit que c'est en effet plutôt un bon outil, mais on l'a plutôt mis dans les petites lignes. Il faut se méfier des édèmes qui sont probablement plus fréquents chez la personne âgée, mais c'est vrai que ça commence à sortir d'une façon assez intéressante. Oui. Alors, on a une remarque. Bonjour, le MNA a donc complètement disparu des critères de diagnostic? Le MNA a complètement disparu des critères de diagnostic, mais comme on n'a pas voulu l'enterrer complètement, il est dans l'introduction des recommandations et où on a dit que ça restait un outil de repérage chez la personne âgée, mais on a bien écrit noir sur blanc que ce n'est plus un critère de diagnostic. Voilà. Je vais compléter, il faut bien distinguer les deux phases, dépistage, repérage et diagnostic. On a des outils de dépistage qui sont un peu brassés de façon plus large, et puis on diagnostique avec des critères qui sont donnés. Il ne faut pas hésiter à abuser du dépistage et du repérage. Il y a plein d'outils, voilà, le MNA, mais il y en a d'autres. Y a-t-il d'autres questions, remarques, suggestions de la part des participants? À quelle fréquence conseilleriez-vous le contrôle de l'albuminémie en EHPAD? Ça vous parle davantage. Là, clairement, les choses ont aussi changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison de doser l'albumine s'il n'y a pas de dénutrition. Et c'est bien clair que le dosage, on ne fait un diagnostic de dénutrition sévère uniquement si on a d'abord fait un diagnostic de dénutrition. Donc, le dosage d'albumine vient en second et n'est plus du tout en premier, ni même en routine. C'est-à-dire que d'abord, au diagnostic de la dénutrition avec le critère étiologique, le critère phénotypique, il n'y a pas de critère biologique. Et par contre, si on veut savoir si on a une dénutrition sévère, on peut faire une albuminémie, mais c'est que secondaire. Il faut d'abord avoir fait le diagnostic de dénutrition. Je vais me permettre de répondre avec une question. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent de surveiller la bonne évolution de la réalimentation par une prise de poids ou par l'albumine? Voilà. La réponse est dans la question. Alors, on a une autre question également. Peut-on ne pas être dénutri avec une albuminémie basse? En hôpital de jour, on fait tout en même temps. Oui. Ouais. Je sais pas, enfin, je peux vous laisser répondre, mais... Oui. Regardez, j'ai réfléchi, j'ai vu votre question. C'est une bonne question, comment dirais-je, elles sont très intéressantes. Je peux imaginer en fait qu'il y a des pathologies, mais très spécifiques, et même dans ces pathologies-là, on pourrait se poser la question de la nutrition. Par exemple, le syndrome néphrotique. Vous avez un patient qui perd des protéines dans les urines, mais vous lui demandez, monsieur, est-ce que vous avez des édèmes? Je n'ai pas d'édèmes. Est-ce que vous mangez bien? Oui, je mange bien, je n'ai pas diminué mes angestats. Est-ce que votre poids est stable? Oui, j'ai toujours 63 kg. Pourtant, il a une albumine à 25 parce qu'il a un perte dans les urines. Alors moi, personnellement, je le considérais comme non dénutri à risque parce qu'il faut en fait compenser ces pertes de protéines dans les urines. Il y a probablement une pathologie derrière. Mais si le poids est stable, il n'est pas faussé par les édèmes, je me permettrais de dire à risque sans
critères phénotypiques francs Mm. de la dénutrition. Mais on est dans des cas vraiment rares. Et ce que moi je répète toujours, il faut chercher la perte de poids. Ça. Tout l'intérêt des critères étiologiques. Voilà. Pourquoi? Mais vous avez raison, hein, si l'albuminémie, enfin, je comprends parfaitement le sens de la question. Si on a une albuminémie dans les chaussettes, il y a toutes les chances que la personne soit dénutrie, hein, voilà. Et on trouvera les critères pour rentrer dans, dans les critères de dénutrition, il ne faut pas s'inquiéter. A priori, ça répond bien, aux différentes questions. On vous remercie. On vous indique que les propositions sont très claires. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce que tout le monde est prêt à aller se coucher? Donc, je me permets, je ne veux pas de Top Chef encore. Je me permets de juste, vous me confirmez si c'est vrai pour les âgés, pour les 70 et plus. On a sorti en fait la corrélation des recommandations entre l'albumine et CRP. Donc Oui, avant, c'était 6 CRP inférieur. oui. Et on On sait que a, l'inflammation influence l'albumine. Donc, il n'y a plus de corrélation ou validation de l'albumine basse seulement à condition que la CRP ouais, soit inférieure à 15 ou 20. En fait. Bon, ouais, donc là, l'albumine est considéré indépendamment de la CRP. exactement. Vous avez tout à fait raison. Ça a été l'objet d'une discussion avec les biologistes. Et on peut simplifier. Et donc, il n'y a plus besoin de faire une CRP et d'avoir l'état inflammatoire. Alors, j'ai pas l'étude sous le coude, mais il y a des études qui montrent que la corrélation est suffisante et qu'on n'a pas besoin Et ça compliquait. Et voilà, en particulier en médecine de ville, les gens ne savaient plus trop comment interpréter dès que et souvent en plus la CRP était modifiée, puisqu'on avait souvent voilà, une inflammation quelque part. Donc non, non, c'est bien clair, l'albumine uniquement, plus besoin de faire une CRP. Voilà. Donc on ne corrige plus l'albuminémie. C'était Décidément, non, excusez-moi, je ouais. j'emploie pas très bien le terme, même C'est-à-dire avec qu'avant, une voilà, on CRP. l'interprétait en fonction de la CRP, et là maintenant, il suffit juste d'avoir le dosage clé de l'albumine. De toute façon, on aura bien un dosage de CRP parce que c'est comme on cherchera une inflammation, on la cherchera quand même. Ah. Y a-t-il d'autres questions? Et juste un mot aussi, pourquoi on avait choisi de parler de l'obésité, c'est parce que dans les recommandations, on a fait un chapitre exprès chez la personne âgée dénutrie, justement sur cette obésité paradoxe là, dont on a parlé, et l'obésité sarcopénique, j'ai compris que ça avait un petit peu enfin, voilà, les gens s'étaient interrogés, mais c'est bien deux obésités importantes, voilà, deux cas. Merci docteur André, merci docteur Jirka. Je vois pas. Ah si, il nous reste encore une petite question d'Agnès. Les documents de la HAS sortent quand? Et ils sont sur le site là, de la HAS. Oui, Ils sont sortis, semaine dernière, me semble-t-il. oui, oui. Oui. Ouais, très bien. Alors, on a tout un tas de messages de remerciements dont je vous laisserai en prendre connaissance. Il reste plus qu'à vous remercier vivement, docteur André, docteur Jirka, pour vos précieuses interventions de ce soir.